Voilà, donc merci pour cette invitation et pour l'organisation de cet événement très intéressant. Donc là, avec cette présentation, on va un petit peu changer d'échelle, donc ça va faire écho à des débats qui ont déjà eu lieu ce matin sur comment connecter différentes échelles. C'est une analyse qu'on a produite à l'échelle globale. Je vais essayer de vous présenter en quelques lignes les résultats, mais notre idée, c'était donc de mesurer l'impact de la densité urbaine sur nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre par habitant, en tenant compte de différents contrôles qu'on va devoir aborder. Donc, pourquoi c'est un sujet qui nous intéresse? Donc j'imagine que vous en savez déjà beaucoup en étant ici, mais c'est un sujet qui nous intéresse parce que la population urbaine augmente très rapidement et qu'elle augmente d'ailleurs beaucoup plus vite dans des villes qui sont déjà très denses, notamment sur le continent asiatique et sur le continent africain. Cette population urbaine est responsable de presque 70% des émissions de CO2 aujourd'hui. Donc on va très rapidement connecter la croissance de la population urbaine avec la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est deux processus qui vont devoir être analysés simultanément. C'est un sujet qui est important parce qu'on sait que les conséquences de la pollution de l'air sont très importantes et très coûteuses. Donc là, je vous donne quelques exemples de papiers qui démontrent et quantifient un petit peu les conséquences négatives de la pollution de l'air sur la santé, sur le capital humain, sur la productivité du travailleur, mais aussi sur les choix de localisation, sur les coûts du logement. Donc on a toute une conséquence, on a des externalités négatives en cascade qui apparaissent avec cette exposition à la pollution de l'air en ville qui est très importante. Donc, en même temps, la ville, et notamment la ville compacte, dense, est souvent présentée comme une solution possible pour diminuer nos émissions par tête. D'accord ? C'est un débat qu'on trouve beaucoup dans la littérature. Est-ce qu'il faut qu'on vive tous dispersés sur le territoire ou est-ce qu'il faut qu'on se concentre sur le territoire pour tenter de limiter nos émissions par habitant? Donc, on sait dans la littérature, théoriquement, on sait qu'une ville dense peut être plus efficace, peut nous permettre de diminuer notre empreinte écologique en analysant différentes sources de pollution de l'air. Donc évidemment la consommation énergétique. Voilà, en fonction de l'habitat, on va revenir dessus, mais en fonction de l'habitat et de la structure de l'habitat, on peut avoir une diminution des émissions par habitant dans les villes densément peuplées. Et on va avoir différentes sources qui sont également le transport. La pollution industrielle, je la mettrai de côté, je vous expliquerai pourquoi, mais voilà, on a différentes sources de pollution de l'air sur lesquelles beaucoup d'auteurs ont travaillé et on démontre qu'à certaines conditions, on peut avoir une réduction de ces émissions. Nous, ce qu'on veut comprendre dans cette étude, ce qu'on a voulu creuser, c'est vraiment à quelles conditions est-ce que la densité de la population, l'augmentation de la densité de la population peut être associée avec une réduction des émissions par habitant. Alors ça c'est un petit graphique rapide qui nous montre les différents polluants et les sources de cette pollution de l'air. Donc très rapidement, si on exclut... Est-ce qu'il y a un petit laser? Non. Ah voilà, pardon. Si on exclut des pollutions qui sont principalement émises par l'agriculture ou le SO2 ici par l'industrie, tous les autres polluants et gaz à effet de serre sont quand même principalement émis par le transport et le résidentiel. Okay, donc c'est deux gros postes de pollution de l'air en ville. Alors, qu'est-ce qu'on sait du coup de ces types de pollution?
On commence par la consommation énergétique, d'accord, donc de notre milieu résidentiel. On a deux effets opposés qu'on retrouve dans la littérature. Un premier qui est que des villes très denses vont du coup la plupart du temps présenter des très grands bâtiments qui consomment énormément d'énergie, des universités, des théâtres, des centres commerciaux, voilà, des cinémas de plus en plus grands, donc qui sont très énergivores et qui vont donc affecter positivement les émissions qui sont émises dans les grandes villes. On sait aussi, on a des papiers qui nous démontrent d'ailleurs que si on veut des grands bâtiments qui soient plus verts, qui soient moins énergivores, c'est des bâtiments qui sont aussi plus coûteux. Donc voilà, on a des freins qui font que dans beaucoup de villes, l'augmentation de la densité de la population va être associée à un habitat, des résidences qui sont beaucoup plus énergivores et donc polluantes. Autre effet négatif ici, c'est l'effet des prix immobiliers, d'accord. Si on a une augmentation de la densité de la population, on va avoir une pression sur le marché immobilier et donc un étalement urbain qui va souvent être associé à des maisons individuelles à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville et qui vont être associés à des performances énergétiques moins intéressantes. De notre côté, ce qu'on trouve aussi dans la littérature, c'est que des villes denses peuvent être associées à une diminution de notre consommation énergétique et donc à une diminution des émissions de CO2 par habitant, lorsque, ça fait un petit peu écho à tout le débat qui a eu lieu ce matin, mais lorsqu'on on n'est pas trop contraint du point de vue de l'architecture de notre milieu. On peut avoir voilà, des bâtiments qui s'élèvent. Par exemple, voilà, on a des papiers qui montrent que des bâtiments plus élevés vont nous permettre de réduire de façon assez naturelle nos émissions par habitant. Si je passe maintenant du côté de la mobilité, donc autre source très importante de pollution de l'air quand on est en ville, la pollution qui est générée par nos mobilités au sein de cet espace. Deux effets opposés encore une fois, donc on a encore quelque chose de très ambigu qui apparaît dans la littérature. Premièrement, et assez naturellement, on va considérer que l'agglomération des hommes, l'agglomération des activités économiques va générer une réduction des déplacements. Si tout est sur place, on va se déplacer moins et donc réduire les émissions qui sont générées par nos transports individuels. Voilà, c'est tout simplement une économie liée à la proximité générée par la ville. Il y a plein de papiers qui nous démontrent ça très très bien. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans le savoir, à partir du moment où la ville grossit, où la densité vraiment augmente, on va avoir des effets de congestion qui vont apparaître, qui vont être très importants et qui vont eux-mêmes générer du coup une augmentation de nos émissions de CO2 par habitant. Voilà. Et on a d'autres effets qui sont évidemment liés encore une fois au prix immobilier, qui fait qu'on peut avoir de l'étalement urbain et qui va augmenter les distances nécessaires pour aller travailler, pour aller sur nos lieux de consommation de biens et services. Alors, d'un point de vue plus théorique, dernière diapo sur la littérature sur ces problématiques-là. D'un point de vue plus théorique, qu'est-ce qu'on sait de l'effet de la densité sur la pollution de l'air et notamment à travers nos mobilités? On a notamment ce papier de Nombaumont, Gagné et Gatté qui nous montre que le rôle de la structure urbaine va être essentiel. Okay, donc là, l'idée, j'ai introduit rapidement ce concept, mais on va considérer qu'on a des villes qui sont plus ou moins monocentriques ou polycentriques. Donc il va y avoir des villes qui vont être caractérisées par une très forte concentration des activités économiques autour d'un centre et des villes qui vont être caractérisées par une redispersion des activités économiques au sein de cette ville.
Et donc, ce papier théorique démontre que les villes polycentriques, qui présentent donc plusieurs centres d'activité un peu dispersés, peuvent souvent être associées en fait à une meilleure distribution des activités économiques, une meilleure distribution du coup des mobilités sur le territoire, et donc des émissions par habitant moins importantes, justement du fait que le réseau de transport est moins encombré et qu'on a une circulation plus fluide. Et donc, la structure de la ville est mise en avant dans ce papier comme étant une condition nécessaire pour qu'on associe positivement densité de la population avec une réduction de nos émissions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans cette étude ? On a cherché à un peu creuser ces effets en établissant une stratégie empirique qui, du coup, va être très différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui va être beaucoup plus globale. On a construit un échantillon d'un peu plus de 1200 villes dans le monde. Et notre objectif, c'est de tester, justement, la relation densité urbaine sur nos émissions par habitant, en prenant l'échantillon le plus large possible, en considérant que plus notre échantillon sera large, plus on aura la possibilité de justement tester précisément le rôle de la densité, le rôle de la structure urbaine sur nos émissions par habitant, tout en contrôlant de certains facteurs qui vont être essentiels, et notamment des effets qui sont liés par exemple aux revenus des habitants, qui va conditionner une grande partie de l'analyse. Donc on construit ce panel de 1200 villes de 1960 à 2010, et on va avoir une analyse quantitative qui utilise un modèle inspiré... je suis passée beaucoup trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Non. Voilà, pardon. On va utiliser une régression, c'est une version étendue du modèle IPAT qui va donc mesurer l'impact environnemental, nos émissions de CO2, en tenant compte de certains facteurs essentiels que sont la population, nous on va ajouter la densité de la population, des effets revenus et des effets technologiques. Okay. Qu'est-ce qu'on utilise comme données ? Donc, on va avoir des données de population, de densité urbaine et de pollution qui viennent de la base de données GHSL, okay, qui est une base de données internationale qui nous fournit énormément d'informations. On a des données de pollution, de CO2, de particules fines. Donc, on va travailler sur ces deux polluants dont on dispose pour tester un petit peu la robustesse de nos résultats en travaillant sur ces deux polluants alternatifs. Et on va combiner ces données avec des données satellites qui nous donnent des mesures de l'intensité lumineuse nocturne. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces données-là, ces données satellites-là ? Parce qu'elles sont souvent utilisées dans la littérature pour nous donner une bonne approximation de l'intensité de l'activité économique sur un territoire, et on a cette chance que ce sont des données satellites, donc ce sont des données très fines qui nous permettent de vraiment avoir une mesure très fine de l'intensité de l'activité économique à l'échelle du monde, mais aussi de la concentration ou dispersion de ces activités économiques sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on produit également ? On va produire deux indicateurs. Sur la base de ces données lumineuses, on va produire deux indicateurs. Un index de Gini qui mesure la dispersion plus ou moins inégale sur le territoire de l'intensité lumineuse, et un I de Morand qui va nous permettre on a une espèce de gradient, de dégradé de l'activité économique qui va nous permettre de bien capter ce qu'on appelait cette monocentricité de l'activité économique, ou au contraire une ville qui serait plus polycentrique, qui va avoir du coup une activité économique plus diffuse sur le territoire. Donc, petits exemples de ce que ça nous donne. Là, on a 4 villes qui sont ordonnées par ordre croissant. Donc, plus l'indice de Morand est petit, plus la ville va être considérée comme étant monocentrique.
Pourquoi? Parce que toutes les zones qui sont violettes et noires, sombres, sont des zones où il y a peu d'activité économique, okay, et toutes les zones qui sont orange, jaune, sont les zones de la ville qui ont des activités économiques beaucoup plus intenses. Et donc, on voit bien, si on regarde les deux extrêmes, Paris ou ici Niamey, on voit bien ici qu'on a une diffusion beaucoup plus importante de l'activité économique à l'échelle de la ville qui va faire qu'on va considérer cette ville polycentrique et cette ville-ci monocentrique. Okay, alors, c'est pas blanc ou noir, hein, l'indicateur, l'indice de Moran va nous permettre de quantifier ces dispersions de l'activité économique. Donc là, on a deux cartes très rapidement. Je sais pas à quelle heure on a commencé, parce qu'on était un tout petit peu en retard. J'ai pas regardé l'heure du début. Donc du coup, je vous laisse me dire si je prends trop de temps. Deux petites cartes rapidement que vous connaissez sans doute. Les taux d'émission par tête. Donc on a quand même concentration Amérique du Nord, Europe, qui concentrent, disons, qui ont les taux les plus élevés d'émissions par habitant. Et si on regarde cette carte, là c'est la densité urbaine, donc on voit que par contre les zones du sud sont plus concernées par les problèmes de densité urbaine. Donc comme ça rapidement avec les deux cartes, on a tendance à dire, à établir une relation un peu négative entre densité urbaine et taux d'émission par tête. Mais nous on a voulu creuser un petit peu plus, donc on a produit ces estimations. Donc premier résultat de cette étude, l'impact de la densité sur nos émissions par habitant, on obtient une corrélation négative qui est très significative et qui est robuste, quel que soit le type de polluant qu'on utilise et quel que soit le type de contrôle qu'on utilise. Donc, autrement dit, une densité élevée de la population urbaine et une augmentation de la densité de la population va générer une diminution de nos émissions par habitant. Okay, donc ça, c'est à l'échelle globale, c'est un effet moyen sur l'ensemble de notre panel. On obtient une élasticité qui est comprise entre 0,22 et 0,52 en fonction du modèle étudié. On a donc une diminution lorsque la densité de la population augmente de 1%. On a une diminution entre 0,22 et 0,25% des émissions par habitant. Donc ça, c'est quand même un premier résultat qui est important. Et ce résultat, il est évidemment important de signaler qu'on contrôle, oh là là, et puis alors si j'appuie un peu fort, tout s'en va. Hop, où j'en suis? Je suis là. Ce résultat, il va tenir compte évidemment de la technologie, des effets technologie, des effets revenus, parce qu'on est... contrairement aux études qu'on avait tout à l'heure dans les présentations, on est sur une échelle très globale. Donc évidemment, on a des pays et des villes qui sont très hétérogènes. Donc on a besoin de contrôler, entre guillemets, de toute cette hétérogénéité. Et donc on va établir un deuxième résultat intéressant dans cette étude, on va mettre en évidence ce qu'on appelle une courbe environnementale de Kuznets. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept de courbe environnementale. Donc la courbe environnementale de Kuznets, c'est une courbe en cloche, okay, qui nous dit que à mesure que le revenu augmente, on va d'abord avoir une augmentation de la pollution générée, okay, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain seuil critique de revenu à partir duquel on va voir apparaître une réduction de la pollution générée. Okay, donc courbe en cloche, une étude, une relation d'abord positive puis négative. Et qui est difficile à établir dans la littérature, hein. C'est un point de controverse important dans la littérature économique, mais nous, dans notre étude, en utilisant cet échantillon large de villes, on obtient une courbe environnementale de Kuznets. Autrement dit, on va introduire en fait dans nos variables explicatives les revenus qui sont donc, je vous le rappelle, mesurés par cette intensité lumineuse nocturne. Et on va intégrer des termes linéaires et quadratiques pour justement mesurer potentiellement ces effets de courbe en cloche. Et on obtient bien
à mesure que les villes deviennent riches, les émissions par habitant d'abord augmentent puis diminuent sur la période donnée. Donc ça, c'est un résultat qui est assez intéressant à signaler par rapport à la littérature existante. Troisième résultat qu'on met en évidence avec cette étude, donc je vous l'ai dit, d'un point de vue théorique, on a déjà un papier qui nous signalait que la structure de la ville allait être déterminante pour éclairer ce lien entre densité urbaine et émissions de CO2 par habitant. Donc nous, on a voulu tester cette hypothèse-là empiriquement. On introduit donc notre indice de monocentricité dans notre modèle pour capturer l'effet de la structure spatiale de notre ville. Ce qu'on obtient, c'est qu'en moyenne, on a une relation négative entre la concentration de l'activité économique et les émissions par habitant. Autrement dit, en moyenne, une ville monocentrique, très compacte, est associée avec des taux d'émissions par habitant plus faibles. Donc ça, c'est un premier résultat qui fait écho avec ces intuitions qu'on a vues apparaître dans la littérature, que plus on s'agglomère, moins il y a de distance à parcourir entre les différents individus dans un système économique. Mais si on précise un petit peu l'analyse et que justement on met en interaction la taille de la ville avec ce coefficient de structure, de monocentricité, on obtient que pour les petites villes, la structure monocentrique permet effectivement une réduction des émissions de CO2 par habitant, toujours. En revanche, dès lors que la ville augmente, il va y avoir un effet taille, et dès lors que la ville augmente, on va avoir l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que des grandes villes monocentriques vont générer une augmentation des émissions par habitant. D'accord ? Là, c'est un petit graphique qui vous montre... tout ça, c'est des coefficients, justement. Donc ça, c'est la mesure c'est l'impact de la monocentricité sur la pollution. Okay ? Donc il est négatif jusqu'à un certain seuil à partir duquel il devient positif. Et ici, vous avez la population. Donc à mesure que la population, la taille de la ville augmente, on a au départ une relation négative entre monocentricité et émission. Donc plus on est dense mais compact, concentré sur un centre, moins on va générer d'émissions de CO2, et puis ensuite ça explose. Le résultat, la conclusion à donner de ce tableau, qui est de dire qu'à mesure que les villes augmentent, la taille de la ville augmente, pardon, il faut imaginer la structure de la ville de façon plus polycentrique pour espérer avoir une réduction des émissions de CO2 ou de particules par habitant. Voilà, donc c'est plus ou moins le sens de mon propos sur ces dernières diapos, c'est de dire voilà, les résultats qui ressortent de notre étude, c'est que la densité urbaine peut nous permettre effectivement de réduire nos émissions de CO2, ça a été le cas sur les dernières décennies à l'échelle du monde, mais que pour obtenir ce résultat, en affinant un petit peu l'analyse, on constate qu'il nous faut penser à des villes plus polycentriques à mesure qu'elles grossissent, donc à mesure que la densité va augmenter, pour espérer voir notre empreinte écologique diminuer. Je vous remercie.